merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Entretien du jour. J'accueille aujourd'hui une personnalité reconnue de la société civile libanaise, Madame Lamia Moubayed. Lamia Moubayed, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'Institut des finances à Beyrouth. D'abord, j'ai une première question. Comment ça va à Beyrouth? Quelle est la situation? Beyrouth va mal aujourd'hui parce que suite à l'explosion, la double explosion du 4 août, elle n'arrive pas à se relever comme il faut. La dimension des dégâts est extrêmement grave. Rappelons que c'est l'explosion non nucléaire la plus importante, la plus grosse du monde, dans l'histoire de l'humanité. Et donc, elle a dévasté la capitale, le port, 202 vies perdues, 6500 blessés, 300 000 personnes se sont trouvées dans l'espace d'une seconde sans abri, mais aussi des dommages, des pertes et une activité économique au ralenti estimée à plus de 15 milliards de dollars. Où en est l'aide internationale? Quelle est la situation d'abord des gens qui ont été délogés, qui ont perdu leur logement dans les quartiers proches du port? Et quelle est la situation de l'aide internationale qui a été promise au lendemain de l'explosion? Il faut rappeler peut-être que cette explosion s'est ajoutée à une série noire de crise qui a commencé en octobre dernier suite à l'imposition d'une taxe sur WhatsApp qui a fait tourner le pays, mais aussi qui a mis les gens dans les rues, surtout la jeunesse, qui trouvait que l'horizon économique financier était complètement perdu et qu'il fallait naviguer à vue pour leur futur. Et ça s'est ajouté à cela une crise bancaire très aiguë. Le Liban a fait défaut pour la première fois de son histoire en mars. C'est le pays, rappelons, qui était le centre de l'activité bancaire, la Banque du Moyen-Orient, et donc très fier de son secteur bancaire. Et voilà une série noire qui, on ne sait pas si elle va se terminer ou si elle continue, et une explosion aujourd'hui qui a détruit le cœur de la ville, son patrimoine historique, mais aussi certainement les perspectives de reprise. Mais les populations qui étaient délogées, les immeubles qui ont été détruits dans le centre-ville de Beyrouth aujourd'hui, les choses sont en train de se reconstruire, les gens sont relogés? Ce qui est formidable, c'est que très peu de temps après, donc le lendemain même de l'explosion, la société civile, la jeunesse s'est mobilisée et le soutien, la solidarité, disons, la première solidarité qui est apparue, c'était par les jeunes, par la société libanaise, qui sont venus tout de suite à l'aide des habitants, en nettoyant les rues, en les aidant à trouver des logements alternatifs, en réparant les immeubles, les maisons détruites. Et cette solidarité s'est exprimée. Elle a été continue aussi par une solidarité de par la diaspora libanaise. Rappelons que c'est un pays quand même très étendu, plus grand que lui-même. Et donc les 16 millions de Libanais autour du monde sont venus en aide aux Libanais, même si la situation économique mondiale ne leur permet pas peut-être de faire autant qu'ils veulent. Puis l'international aussi a très bien réagi. Monsieur le Président Macron a appelé pour une conférence pour le soutien du Liban. 300 millions de dollars ont été promis le mois passé. La majorité de l'aide qui est arrivée au pays, pour le moment, est une aide en matière, donc des médicaments, surtout pour l'aide au logement, la nourriture. Seulement, les pénuries et les besoins sont beaucoup, beaucoup plus larges que ce qui arrive. Donc, jusqu'à maintenant, on compte pas plus de 150 millions d'aide qui est arrivée. Tout à fait. D'accord. Vous dirigez l'Institut des finances. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'Institut des finances et son rôle à Beyrouth? L'Institut des finances est une agence autonome publique qui opère à 3 niveaux. Donc,
en proposant des cadres de politique publique au gouvernement dans les domaines des finances publiques et de la modernisation de l'État, en formant les cadres de l'État et surtout le réseau de gestionnaires des finances publiques partout dans le pays, dans les locales comme centrales, donc les administrations locales et centrales, et puis nouer les partenariats qui profitent au Liban, qui peuvent apporter du soutien technique au Liban, mais aussi des partenariats qui peuvent aider aussi à exporter le know-how libanais, parce que c'est un talent qui s'exporte, qui est trilingue et dont l'expérience est extrêmement riche. Aujourd'hui, les aides promises dans le cadre des accords CEDRE sont liées à une réforme en profondeur des structures de l'État. Quel est votre rôle dans la mise en place de ces réformes et où est-ce qu'on en est ? L'Institut des finances a une position privilégiée parce que, originellement, un grand partenaire de la France, mais aussi un partenaire des bailleurs de fonds, il a une confiance et donc il jouit d'une confiance intéressante de ce côté-là, mais aussi du côté de la société civile, donc des citoyens qui aujourd'hui ont une méfiance et une défaillance vis-à-vis du système politique et des institutions de l'État, malheureusement. Donc sa position lui permet d'être assez centrale dans la proposition de cadres et de politique publique. Il est aujourd'hui le porteur de la grande réforme de la commande publique que j'espère être votée. Enfin, la première étape, c'était le diagnostic. La deuxième étape, c'est la loi qui va être votée fin de l'année. Et c'est une grande conditionnalité pour l'aide, ça fait partie de la feuille de route française, mais aussi du programme FMI. Dans l'éventualité d'un programme FMI, l'Institut des finances est un grand interlocuteur, de par son expérience, sa connaissance du terrain, mais aussi la profondeur et la technicité de son équipe. Et c'est une institution aujourd'hui, comme toutes les institutions libanaises, qui souffre de la dévaluation de la livre libanaise, qui souffre d'une hyperinflation de 400%, qui souffre des manques de budget. Et comme ces institutions clés à l'avenir, il faut trouver des approches différentes pour les soutenir. Vous mentionnez cette crise financière, cette hyperinflation, cette dévaluation de la livre libanaise par rapport au dollar. Est-ce que, vu de l'extérieur, on pense que la situation est insoluble ? Comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer les choses en matière financière au Liban ? Les solutions techniques sont connues. On ne va pas les réinventer, si vous voulez. Et le contexte libanais est très bien diagnostiqué. Il faut commencer par faire un peu les bilans, par solder les pertes et par aller de l'avant pour trouver des financements pour réparer les finances publiques, l'état des finances publiques, mais aussi la situation des déficits, des triples déficits et recapitaliser le secteur bancaire. Les solutions techniques ont été chartées par le FMI, ils ont été décrits par le FMI, mais aussi par le gouvernement aussi. Donc c'est la mise en place. La mise en place est toujours problématique parce que le Liban est une complexité, les décisions se font par consensus. Le Liban est aussi à la traversée de grands jeux géopolitiques. Ce qui fait que trouver les solutions techniquement faisables, parfois, ne sont pas faisables en réalité. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de la crise politique qui a commencé il y a un an, le 17 octobre. Est-ce que la société civile, dans ce contexte terrible au Liban, continue à se mobiliser ? Quelle est la situation politique aujourd'hui ? Je rappelle qu'il n'y a pas de gouvernement à l'heure actuelle au Liban. Tout à fait. Il n'y a toujours pas de gouvernement malgré les grandes tentatives, malgré l'effort extraordinaire du président Macron qui est venu 2 fois à Beyrouth. La première pour être à côté des Libanais après l'explosion, la deuxième fois pour célébrer les 100 ans du Liban, de la création du Liban. Moment fort, il y avait beaucoup de promesses de la part de la classe politique. Les attentes des Libanais étaient vraiment à leur pic. Et aujourd'hui, il y a une petite déception. Disons une grande déception. On a l'impression qu'un an a été perdu et c'est un an qui a coûté beaucoup aux Libanais, en termes pas seulement de pertes, mais surtout en termes de capacité de rebond vers le futur. Les jeunes, quand ils se sont mis dans la rue, il y a le 17 octobre dernier, voulaient percer ce plafond de verre
qui leur a été imposée par un système clientéliste sectaire qui était à l'opposé de tout ce qu'ils imaginaient. Aujourd'hui, cette jeunesse est dans la rue à vouloir apporter des solutions humanitaires, donc des solutions aux besoins humanitaires. Est-ce qu'elle trouverait la force de continuer le chemin du progrès politique? C'est la grande question à la veille de cette année. Et quelles sont les clés pour débloquer la situation politique au Liban pour la création, la composition d'un nouveau gouvernement? Qu'est-ce qui bloque? Il est certainement primordial pour le Liban aujourd'hui plus que demain de passer vers l'acte politique, c'est-à-dire former un gouvernement qui puisse prendre immédiatement les rênes et ça ne peut pas se faire sans des capacités techniques dans ce gouvernement très pointu, sans des personnalités crédibles qui sont quelque part très bien acceptées par la communauté internationale et par la société civile libanaise, certainement. Et je pense qu'un mélange technico-politique pourrait être la solution pour mettre un peu le trajectoire de l'avenir. Sinon, ce pays risquerait de devenir un troisième foyer de violence. Le risque est très grand. Et je rappelle que votre nom a circulé depuis quelques mois pour faire partie de ce gouvernement d'experts. Donc on va suivre ça évidemment dans les semaines qui viennent. Lamia Moubayed, merci beaucoup d'être venue chez Télésud. Merci chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de l'Entretien du jour.